nous allons justement aborder un axe particulier, celui du cloud durable, avec notre invité François Denis. François, je vous en prie, installez-vous. Voilà, vous avez là une petite zapette. Voilà, François, merci beaucoup d'être avec nous. Donc François Denis, vous êtes Senior Cloud Advisor chez Cloudreach. On va parler de durabilité, parce qu'aujourd'hui, la durabilité, je ne sais pas si vous l'avez entendu avec Guillaume Nocturne juste avant, le groupe SOR, eh bien, quand on parle FinOps, on en vient maintenant à parler de durabilité. Je pense que c'est un sujet, tout comme la sécurité, je crois qu'il va irriguer dans les mois et les années qui viennent de plus en plus de sujets. François, qui est Cloudreach ? Alors, Cloudreach est un acteur du marché du conseil dans le cloud public. C'est une entreprise qui existe depuis maintenant une quinzaine d'années, qui fait aujourd'hui partie du groupe Atos. Et à ce titre, voilà, on est en pleine expansion et sur notre marché du cloud public. Et en plus, sur le sujet de la durabilité, on a l'extrême avantage, on va dire bénéfice, de pouvoir travailler avec d'autres entreprises du groupe Atos, dont EcoAct, dont c'est le métier de travailler sur ces sujets-là, d'un point de vue global et pas seulement sur l'IT. Je le disais et pendant que vous installiez, on a une question environnementale qui est de plus en plus importante, qui est de plus en plus critique pour les entreprises. À quel point les entreprises ignorent-elles cet aspect dans leur stratégie cloud ? Est-ce que vous pouvez nous parler de ça ? On a un slide qui va commencer, mais allez-y, commencez. Je pense qu'il va se lancer d'ici quelques secondes. Alors, effectivement, aujourd'hui, les entreprises ont... voilà, on l'a. Voilà. Aujourd'hui, les entreprises... Alors, je vais passer sur le slide suivant. Alors, le slide suivant, normalement, ça va défiler. Ouais. Donc, aujourd'hui, effectivement, les entreprises, elles font face à on va dire, ce problème, mais qui n'est pas un problème lié uniquement aux entreprises, mais qui est un problème de société, on va dire, de répondre aux questions de développement durable, aux questions de réduction de gaz à effet de serre. Et les entreprises, elles font face à quelque chose qui est vraiment, pour elles, parfois une question presque de vie ou de mort. C'est-à-dire que continuer de faire du business, continuer de faire tourner l'entreprise de la même manière qu'elle tournait il y a quelques années, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, ça peut être vraiment quelque chose d'extrêmement dangereux pour elles. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui va nous intéresser, c'est comment les entreprises, si elles ne se transforment pas, quels vont être les risques et au contraire, quels sont les avantages qu'elles peuvent avoir si elles décident d'entrer dans cette transformation. Allez-y François, voilà. Allez-y. Voilà, on a donc le slide qui s'affiche. Voilà, donc donc il y a vraiment des risques qui sont importants. Le risque principal étant vraiment effectivement la perte de business. Une question d'image également. C'est très important que les entreprises, alors au-delà de tout ce qu'on pourrait qualifier de greenwashing, c'est important d'avoir un impact positif sur l'environnement, sur la société, on va dire. Et toutes les entreprises ont vraiment une nécessité de se transformer pour améliorer leur efficacité, pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Donc aujourd'hui, on est à ce constat-là et il y a différentes études qui ont montré que aujourd'hui, ces sujets-là, ils sont sur la table dans presque quasiment 70% des entreprises. En tout cas pour 2000. Sur la table, ça ne veut pas dire qu'ils sont adressés de manière très précise, ils sont sur la table. C'est ça. Et parmi ces 70%, on a, on va dire 25% qui ont vraiment, dans leur roadmap à très court terme, des actions. Ça fait quand même un quart. Donc c'est quand même un quart. Ouais. C'est pas négligeable, c'est pas encore assez, mais on y arrive. Et l'idée, c'est que cette prise de conscience, elle est réelle. Donc on imagine bien que les exécutifs des entreprises prennent cela à cœur parce qu'il y a quand même des bénéfices au final. Il y a énormément de bénéfices à aller vers le cloud. Et pour remettre les choses en perspective, l'IT, aujourd'hui, globalement, dans les émissions de gaz à effet de serre des entreprises dans le monde, l'IT, c'est 2% des émissions de gaz à effet de serre. Vous allez me dire, c'est pas énorme. C'est pas beaucoup, mais avec une capacité de croissance, on le voit, très rapide. C'est exactement ça. Et surtout, l'idée, c'est de comprendre comment, en agissant sur ces 2%-là, donc les émissions de gaz à effet de serre direct et indirect, je ne vais pas refaire les type 1, type 2, type 3 des émissions de gaz à effet de serre, mais en agissant sur ces 2%,
L'idée, c'est de voir comment est-ce qu'on peut transformer l'entreprise pour avoir un impact sur les 98%. C'est-à-dire qu'on va aller voir sur tout ce qui est notamment supply chain, choses comme ça. Il y a beaucoup de choses, les jumeaux virtuels, les choses comme ça. Il y a énormément de champs dans lesquels les entreprises peuvent aller en agissant sur ces 2% pour avoir un impact sur la suite. Quel est le niveau de maturité des entreprises, hein? On a parlé de chiffres tout à l'heure. On a parlé effectivement 70-25% d'entreprises qui ont des projets très concrets. Elles ne sont pas toutes logées à la même enseigne sur la question. Quel est leur niveau de maturité, vous qui parlez avec elles régulièrement, par rapport à cette thématique? Alors, le niveau de maturité, on parle, moi dans mon métier de conseil, on parle très souvent de maturité. Maturité de transformation digitale, maturité de transformation cloud, et là aujourd'hui on parle de maturité de transformation, de durabilité de l'IT. Tous ces sujets sont intimement liés. Et on retrouve quand même 4 grandes catégories d'entreprises qui sont liées, 4 grands niveaux de maturité des entreprises. C'est ce qu'on voit sur le slide. Voilà, c'est ce qu'on voit sur le slide. Le niveau 1, c'est l'entreprise qui a une approche, on va dire, data center traditionnel, IT, voilà, tout à fait classique, qui a peut-être cette réflexion, sur laquelle la réflexion est peut-être sur l'état, mais qui n'a pas encore engagé d'action. Si on bouge un petit peu vers les niveaux supérieurs, niveau 2, niveau 3, l'adoption du cloud, et je vais revenir par la suite pourquoi le cloud, c'est une bonne solution pour avoir une approche durable, bien sûr. Niveau 2, niveau 3, c'est des niveaux vers lesquels on veut aller, principalement le niveau 3. Le niveau 3, ça veut dire qu'on a défini un certain nombre de critères, on a défini un certain nombre d'actions à mener pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Voilà. Et après, bien sûr, il y a le niveau 4, mais comme tous ces niveaux de maturité, rares sont les entreprises qui sont au maximum. On est toujours en transition. C'est pas le cloud, la transformation IT, la transformation cloud et la transformation durable, ce sont des cibles mouvantes. Oui. Voilà. On n'est jamais au bout. Voilà. D'ailleurs, on n'a pas, François, d'échelle de temps entre le passage du niveau 1 au niveau 4. C'est-à-dire que même une entreprise, parmi les 25% qui sont les plus avancées, est-ce qu'on peut imaginer que dans 5 ans, elles vont être au niveau 4 que vous mentionnez, sachant que, vous le disiez, il y a une transformation constante des acquisitions, des reventes, ainsi de suite. 5 ans, c'est une échelle qui me paraît raisonnable et cohérente. Est-ce qu'il faut accélérer sur le sujet? Peut-être, effectivement. Mais il faut toujours le faire en gardant cet équilibre entre la vie de l'entreprise, son développement, le bénéfice qu'elle peut tirer de ces actions-là. Donc il faut toujours le faire de manière intelligente et de la même manière, quand on définit un modèle opérationnel pour aller vers le cloud, et on va parler de modèle opérationnel cloud quand on veut aller vers la durabilité, un modèle opérationnel, on définit une cible, mais surtout, et ce qui est plus important, c'est qu'on définit des intérims, on va dire. Et c'est ces étapes-là qui vont être importantes pour l'entreprise. L'objectif, aujourd'hui on parle de 2027, ça va changer. Par contre, ce sur quoi on peut agir, c'est 2022-2023. Est-ce que vous faites la différence justement entre la durabilité du cloud, qui est peut-être un peu plus globale, et la durabilité de son cloud? Pourquoi est-ce que, dit comme ça peut paraître bizarre, grammaticalement il y a une petite nuance, pourquoi est-ce que vous faites la différence entre les deux, François? Alors, je vais vous donner un chiffre qui est sorti d'une étude qui a été menée par un cabinet de conseil en collaboration avec AWS, qui est une étude très intéressante, je pourrais fournir le lien. C'est une étude qui montre que sur la France, et parce que c'est ce qui nous intéresse, sur la France, un move to cloud d'une application en termes de réduction de gaz à effet de serre, c'est au-delà de 85%. Alors, ce chiffre de 85%, il paraît énorme, et il faut le séparer en plusieurs choses. Le premier, c'est l'optimisation des data centers, des hyperscalers. Dans ce cas-là, c'est AWS, mais tous sont sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire qu'un data center d'un
d'un hyperscaler, d'un cloud service provider. Il a un PUE, donc une efficacité énergétique qui est souvent bien meilleure que les data centers historiques, même s'il y a énormément de travaux qui sont faits par tous les hosters, et ça, on ne peut pas le regretter. Et dans ce cas-là, on est tous dans le même wagon. Hein. Je veux dire, tout le monde travaille, et il n'y a pas que les hyperscalers, mais il fait que les hyperscalers ont fait beaucoup de choses là-dessus. Les optimisations, donc dans ces 85%, il y a ça. Il y a les optimisations des CPU, la concentration des charges de travail. Voilà, on sait que voilà, tout est optimisé, donc il y a énormément de choses qui sont faites comme ça. Il y a la consommation énergétique elle-même des data centers. Donc, quand on parle de la durabilité du cloud, ça veut dire que quand on va travailler là-dessus, on va pouvoir, par exemple, choisir un centre de données qui soit hébergé, qui soit dans une localisation où il y a énormément de choses qui ont été faites sur l'alimentation en énergie, le recyclage de l'eau, etc., etc. Donc, il y a beaucoup de choses là-dessus. Donc, ça, c'est la... Et puis, il y a aussi l'alimentation en énergie renouvelable des cloud service providers, qui est important. Donc, tout ça, ça nous permet... Donc, ça, c'est l'optimisation du cloud, des hosters. Et donc, après, il y a les deux autres parties qui sont très importantes également. Voilà. Donc, une fois qu'on a choisi d'aller dans le cloud, on sait... Alors, ce gain de 85%, il faut le prendre avec des pincettes. Hein. Oui, voilà. Il n'est pas forcément égal partout, tout le monde ne va pas forcément l'atteindre. Mais il y a un gain, effectivement. Ouais. Et le deuxième gain, alors là, qui est plus vraiment à la charge des entreprises, c'est l'optimisation des applications. Ça, c'est ce dont on parlait avec Game Nocturne. C'est ça, on a tout à fait. Les applications sur le cloud, on a des VM qui tournent, on a mis de la containerisation, donc on regarde la taille des conteneurs, le nombre de VM qui tournent, ainsi de suite, et donc là, on visse les boulons. C'est ça. Et on applique un certain nombre de bonnes pratiques qui va avoir comme pour objectif de réduire la consommation. Donc là, il y a une question de gouvernance aussi. Il y a une question de gouvernance, c'est pas que de la techno. Voilà, il y a tout à fait une question de gouvernance. C'est-à-dire que c'est alors des choses très simples, hein, comme arrêter les environnements hors production le soir et le week-end. Ça, c'est immédiatement 40% de gain. Toutes ces choses-là en termes de consommation. Donc, il y a toutes ces choses-là. Il y a l'optimisation des langages de programmation. Il y a quelque chose qui a fait un petit peu le tour des réseaux sociaux dans les mondes des développeurs, qui était quel est le langage le plus efficace. Voilà, on parle de Rust, on parle de Python. Il y a ces choses-là, et ça, c'est les entreprises qui doivent pouvoir faire ces études-là pour choisir le meilleur chemin. Voilà, et nous, on peut les accompagner là-dedans, effectivement. J'ai une question, avant de poursuivre l'entretien, j'ai une question pour vous, qui vient d'une personne qui me regarde. En quoi le passage des entreprises au cloud est-il plus environnemental qu'une infra on-premise, François ? Effectivement, alors c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la transition écologique du cloud public. Donc, c'est-à-dire que les hyperscalers ont mis en place, et on peut regarder ça, ce sont des données publiques sur lesquelles ils communiquent énormément. Ils ont mis en place des choses sur l'optimisation de leur data center par rapport à un data center on-prem. Donc on peut par exemple un PUE qui a une efficacité énergétique, on peut aller jusqu'à 1,2, c'est-à-dire qu'il faut 1,2 watts entrée, enfin 1,2 watts entrée pour 1,2 watts de fourniture. Je simplifie énormément, mais grosso modo c'est ça. C'est l'efficacité énergétique. Or, il y a certaines infra on-prem, notamment quand on est sur site, pas forcément chez des hébergeurs, sur lesquels l'efficacité énergétique est beaucoup moindre, parce que ce sont des infrastructures qui ont un certain nombre d'années. Et par exemple, en France, on est sur un taux de renouvellement des serveurs dans les data centers classiques de 5 ans environ. Or, et donc, un équipement qui a 5 ans, forcément, avec l'évolution des systèmes, il est forcément plus énergivore qu'un équipement moderne, que des derniers CPU qui sont vraiment ceux sur quoi les cloud providers agissent. Donc il y a vraiment ces choses-là, c'est ce pourquoi c'est plus intéressant. Après, il y a un coût de migration, etc. Mais d'un point de vue environnemental, on est à peu près certain de ces chiffres-là, et c'est vraiment très intéressant. Je voudrais qu'on revienne un peu sur le FinOps, François. On va en parler, c'est une question qui est tellement importante qu'on va continuer à l'aborder. Le FinOps, au début, c'était une approche financière du cloud. Les choses changent vite. On parle de green maintenant, on va parler de GreenOps de plus en plus souvent. Pourquoi est-ce qu'on en vient à cette tendance ? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, le FinOps va intégrer du GreenOps et va finalement peut-être même devenir du GreenOps ? Alors,
Il nous reste très peu de temps. Donc, alors effectivement, je vais aller très vite là-dessus. GreenOps, FinOps. Alors GreenOps, le terme, bon, moi j'aime bien le petit emoji terre devant le Ops. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. Bref, FinOps, c'est l'optimisation dont mon prédécesseur a parlé à cette même place. Et effectivement, GreenOps, c'est la prise en compte de tous ces sujets-là. En plus, et c'est intimement lié, c'est-à-dire que quand on fait bien l'un, on a forcément le GreenOps qui se fait bien aussi. Donc c'est vraiment des choses qui sont intimement liées, qui sont liées entre elles dans la façon dont on va pouvoir les délivrer. Et ce qui est très important, c'est qu'il faut que ce soit global dans l'entreprise. Voilà. Et nous, chez Cloudreach, effectivement, aujourd'hui, dans tout ce qu'on délivre, que ce soit du modèle opérationnel, des choses plus ou moins stratégiques, voilà, à la définition, l'accompagnement, à la transformation, et la définition de landing zone et de la migration, ces aspects-là sont intégrés aujourd'hui dans nos offres, dans la façon dont on délivre. C'est-à-dire qu'on insiste tout le temps là-dessus, et c'est le cas également ça fait partie du nouveau pilier du Well Architected Framework des cloud providers. Donc tout le monde va là-dedans, et voilà, on est au début de quelque chose qui va être très intéressant, on va dire, et bénéfique. Une toute dernière question-réponse très rapide. Quel travail les organisations peuvent-elles mener avec les fournisseurs sur ces problématiques de durabilité? Quelle marge de manœuvre elles ont? Très rapide, François, s'il vous plaît. La première, c'est ce que peuvent faire les entreprises, c'est vraiment travailler sur leur existant. Essayer de faire un gap analysis entre là où on pourrait aller et là où on est. C'est vraiment ce que je conseillerais, c'est de commencer par ça. Commencer par ça pour aller plus loin, après vers une transformation, identifier des axes stratégiques de travail, ne pas aller trop vite, comprendre, parce que ça peut avoir beaucoup d'implications. Donc c'est vraiment faire une première identification du travail à réaliser et pour aller dans cette direction. On arrive à la fin de cet entretien. François, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes Senior Cloud Advisor chez Cloudreach. Je vous invite, François, à rejoindre la régie. Merci.